Imaginez une femme de 65 ans. Chassée de chez elle par sa propre belle-fille, sous une pluie d'injures. On la traitait d'indécente, de traînée, de menteuse. Une valise sur le dos, enceinte de 2 mois. Oui, enceinte à 60 ans. Et le plus terrible dans tout cela? Le père de l'enfant que je portais était mon propre fils. Le mari de la femme qui me mettait dehors. Oui, vous avez bien entendu. Mon fils m'avait violée à plusieurs reprises, m'avait mise enceinte. Et quand la vérité a éclaté, personne ne m'a cru. Tout le monde pensait qu'une vieille de 60 ans avait séduit son fils. Dans quel monde vivons-nous, mon Dieu? Mais je vais vous raconter comment j'ai survécu à cet enfer. Et comment j'ai obtenu ma vengeance, de la manière la plus froide et méthodique. Je m'appelle Marceline Duchemin. Aujourd'hui, j'ai 70 ans et je vis à Willac, dans le Cantal. Si vous m'aviez vu il y a 5 ans, vous n'auriez jamais imaginé que je traverserais un tel cauchemar. J'étais une femme simple, couturière depuis plus de 40 ans. J'avais perdu mon mari, Lucien, 8 ans plus tôt, d'une crise cardiaque foudroyante. Je pensais passer le reste de ma vie tranquillement. Occuper mes petits-enfants, aider mes enfants, vendre mes broderies. Quelle naïveté de ma part. La vie avait d'autres projets pour moi, des projets que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires rêves. Mes chers, vous qui m'écoutez maintenant, dites-moi, croyez-vous qu'une mère devrait vivre chez son fils marié? Moi, Marceline, ici à Willac, j'ai cru faire ce qu'il fallait. Quand Gérard m'a proposé de vivre avec lui et Sylvian, j'ai pensé, quelle chance! Je pourrais les aider, ne plus être seule, ne plus fixer les murs de ma maison vide. Quelle terrible erreur! Si j'avais su ce qui m'attendait, je serais restée dans ma petite maison jusqu'à la fin, même si cela signifiait mourir seule. Tout a commencé il y a environ 3 ans. Mon fils Gérard avait perdu son emploi dans une usine textile de la ville, la tisserie Auvergnat. À l'époque, Gérard avait 32 ans. Il était marié à Sylviane depuis 15 ans. Ils avaient 2 merveilleux garçons, Mathieu, 10 ans, et Lucas, 9 ans. Je vivais seule dans ma petite maison du quartier du Vieux-Pont, héritée de mon mari décédé. Quand Gérard s'est retrouvé sans travail, il est venu me voir, inquiet. « Maman, tu ne voudrais pas venir habiter avec nous? La maison est grande, il reste des chambres libres et tu pourrais nous aider avec les enfants pendant que je cherche un emploi et que Sylvian travaille à la boutique. » Sur le moment, j'ai cru que c'était une bénédiction. Une occasion de rester proche de ma famille. Leur maison se trouvait à Vic-sur-Ré, de plain-pied, avec 3 chambres, un salon, une cuisine, une buanderie et un vaste jardin planté de pommiers, poiriers et cerisiers. Elle était spacieuse et lumineuse, bien plus agréable que mon petit logement étroit. Ils m'ont attribué la chambre du fond, aérée, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin, où la brise d'après-midi passait doucement. J'ai emporté mes affaires, ma vieille Singer héritée de ma mère, mes toiles à broder, quelques vêtements, mes souvenirs, la photo de mon défunt mari et quelques petits meubles. Sylviane s'est toujours montrée polie et respectueuse. Elle travaillait dans une boutique du centre-ville, partait à 7 heures et ne rentrait qu'à 18 heures. Au début, tout semblait parfait. Je me levais à 5h30, préparais un café frais. Je réveillais les garçons pour l'école, avec douceur. Je préparais leur cartable et leur goûter. Je les lavais, peignais leurs cheveux et les habillais. Mathieu et Lucas étaient adorables. Ils m'appelaient Mamie Marceline et m'embrassaient toujours avant de partir à l'école. Après leur départ, accompagnée par Sylviane en voiture, je m'occupais de la maison. Je faisais la lessive, le repassage, je cuisinais le déjeuner avec soin. Je préparais de l'aligot, du coq au vin, de la truffade, de la potée auvergnate, des plats copieux que les hommes aiment. Quand Sylviane rentrait vers 6 heures, elle trouvait la maison propre et parfumée, le repas prêt, les enfants lavés et leurs devoirs terminés, jouant dans le jardin. Elle me remerciait toujours avec chaleur. « Madame Marceline, vous êtes une bénédiction pour nous. Je ne sais pas comment je faisais avant votre arrivée. Je me sentais utile, importante, nécessaire. Après la mort de mon mari, j'avais perdu mes repères. Ici, j'avais retrouvé un sens à ma vie. Gérard, pauvre homme, partait chaque jour à la recherche d'un emploi. Il déposait ses CV dans les usines, magasins et supermarchés, partout où il le pouvait. Il rentrait chaque soir fatigué, l'air fermé, parfois un peu irrité. Je me disais que c'était la nervosité du chômage. La situation n'était facile pour personne à cette époque. La crise frappait fort et beaucoup de gens perdaient leur emploi. Gérard avait toujours été tendre avec moi depuis son enfance.
Il m'embrassait, posait un petit bisou sur mon front, m'appelait « ma petite maman » avec cette douceur que je lui avais transmise. Parfois, nous nous asseyions sur la terrasse l'après-midi et parlions de la vie, des difficultés, des projets à venir. J'essayais de l'encourager comme une mère le ferait. Je lui disais que quelque chose finirait par se présenter, que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants, que c'était un homme travailleur et honnête, et que tout employeur aurait de la chance de l'avoir. Mon fils, cette mauvaise passe va finir par passer. Dieu teste notre foi, mais il ne nous donne jamais un fardeau que nous ne pouvons porter. Il acquiesçait, me répondait que j'avais raison, qu'il ne devait pas se décourager. Mais dans ses yeux, je voyais sa souffrance. Il se sentait inutile, diminué, incapable de subvenir seul aux besoins de sa famille. Puis des bières ont commencé à apparaître dans le réfrigérateur. Au début, ce n'était qu'une canette le week-end, devant le match de l'ASM. Mais peu à peu, cela a augmenté. Chaque soir, il buvait 2 ou 3 canettes de Kronenbourg, assis sur la terrasse, écoutant la radio. Sylviane n'appréciait pas vraiment, mais elle se plaignait peu. Quelques remarques à peine. « Gérard, tu bois trop. Ça ne résoudra rien. Et tout cet argent pourrait servir pour les garçons. » Il répondait avec irritation, « Laisse-moi me détendre un peu. Je traverse un moment difficile. Je cherche un travail tous les jours et je ne trouve rien. Au moins, laisse-moi boire ma bière en paix. » Je ne disais rien non plus. Je pensais que ce n'était pas mon rôle de m'immiscer dans leur vie de couple. Après tout, j'étais leur invitée, même si j'étais sa mère. Chacun connaissait ses problèmes et Gérard était assez adulte pour décider de ses choix. Mais j'ai commencé à remarquer un changement quand il buvait. Il devenait étrange. Parfois, il tenait des propos décousus, riait de rien, fixait les gens d'un regard étrange. Surtout moi. Parfois, j'avais l'impression qu'il m'observait pendant que je faisais le ménage. Au début, je me disais que c'était mon imagination. C'était un vendredi de décembre. Je m'en souviens comme si c'était hier, le 21 exactement. Sylviane était sortie avec ses collègues. Ils avaient organisé la fête de fin d'année de la boutique où elle travaillait au centre-ville. Elle s'était faite toute belle, avait enfilé la robe bleue que je l'avais aidée à choisir, s'était maquillée et parfumée. Avant de partir, elle m'avait prévenu qu'elle ne rentrerait que tard dans la nuit. Les garçons dormaient déjà. Le lendemain, samedi, ils n'avaient pas école. Alors je les avais laissés regarder un peu de dessins animés à la télévision avant de les coucher. Moi, j'étais dans le salon, regardant le feuilleton de TF1, Les Feux de l'amour, je crois. Gérard est rentré vers 10h du soir. Un peu ivre, l'odeur de l'alcool forte, titubant légèrement, sa voix empâtée. J'ai pensé, non, mon Dieu, il a bu plus que d'habitude. Il était sorti cet après-midi pour déposer un CV et avait dit qu'il verrait des amis ensuite. Il a claqué la porte en entrant et a parlé fort. « Maman, où est tout le monde ?» Je lui ai fait signe de baisser la voix. « Gérard, chut, les garçons dorment. Sylviane est sortie et ne rentrera que très tard. » Il s'est laissé tomber sur le canapé, à côté de moi, trop près. Mais je remarquai vite qu'il ne regardait pas la télévision. Il me fixait du coin de l'œil d'une manière étrange, que je n'avais jamais vue en 42 ans de maternité. C'était un regard intense, perturbant. « Maman, dit-il d'une voix pâteuse, chargée d'alcool, tu es belle ce soir. Cette robe te va à ravir. » J'ai ri, gêné, pensant à une plaisanterie, une de ces idioties que les gens disent quand ils ont trop bu. Oh, grand, belle ? Pas du tout. Je suis vieille maintenant, 60 ans passés. Tu dis n'importe quoi à cause de l'alcool. Mais il a insisté. Il s'est rapproché sur le canapé et a continué. Non, maman, tu n'es pas vieille du tout. Ta peau est douce, tes cheveux soyeux. Tu es encore une femme séduisante. N'importe quel homme voudrait une femme comme toi. Un malaise m'a envahi. Un fils ne devrait pas dire ce genre de choses à sa mère. Mais j'ai pensé que c'était l'alcool et qu'il oublierait tout le lendemain. Qu'il se réveillerait avec un mal de tête et de la honte. Je me suis levée du canapé, mal à l'aise. Je vais me coucher, ai-je dit. Demain, il faudra se lever tôt pour préparer le petit déjeuner des garçons et ranger la maison. Alors que je me dirigeais vers le couloir menant aux chambres, j'ai senti sa présence derrière moi. « Maman, attends », dit-il d'une voix étrange, que je n'avais jamais entendue. Je me suis arrêtée, pensant à une demande banale, un verre d'eau, un remède pour le mal de tête. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a glacé de la tête aux pieds. Il s'est approché très près, envahissant mon espace d'une manière qui m'a fait peur.
Il a posé sa lourde main sur mon épaule et a commencé à me murmurer à l'oreille, son haleine chargée de bière. « Maman, tu me rappelles la plus belle femme que j'ai jamais vue. Tu prenais soin de moi avec tant de tendresse quand j'étais petit. Tu me donnais le bain, tu me coiffais, tu me faisais dormir sur tes genoux. » L'odeur d'alcool était écœurante et persistante, et sa voix, pâteuse, sonnait d'une manière étrange. Mais ce n'était pas seulement l'alcool, quelque chose d'autre se mêlait à ces mots. Quelque chose qui me fit frissonner de peur. J'ai tenté de m'éloigner, mais il a agrippé mon bras avec une force qui me fit mal. « Gérard, laisse-moi aller me coucher, mon garçon. Tu as trop bu aujourd'hui et tu dis des bêtises, » ai-je dit en essayant de rester calme, mais la panique commençait déjà à m'envahir. Il n'a pas relâché mon bras. Au contraire, il l'a serré encore plus fort. Puis il a fait quelque chose qui m'a glacé le sang, quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais subir de la part de son fils. Il a caressé mon visage, mon cou, d'une manière inappropriée et prolongée. Un toucher qui m'a fait frissonner de la tête aux pieds, un sentiment d'horreur que je ne pouvais même pas nommer. « Maman, je t'aime beaucoup, beaucoup plus que je ne devrais, » murmura-t-il à mon oreille. Puis il a tenté de m'embrasser sur la joue, mais ce n'était pas un baiser de fils. C'était mouillé, trop proche de la bouche entr'ouverte. Je l'ai repoussé de toutes mes forces et j'ai couru vers ma chambre, tremblante comme une feuille. J'ai verrouillé la porte, poussant la petite commode devant pour empêcher toute intrusion. Je suis restée assise dans l'obscurité, incapable d'allumer la lumière, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur battait la chamade, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Mes mains tremblaient, un nœud au ventre, comme si j'allais vomir. J'essayais de me convaincre, cela n'a pas pu se passer. Il était ivre, il ne savait pas ce qu'il faisait. Demain, il se réveillera et n'y pensera même pas. Ce n'était qu'un malentendu dû à l'alcool. Mais toute la nuit, le dégoût et la peur ne m'ont pas quitté. J'ai écouté les bruits de la maison, assise sur le lit, immobile. J'ai entendu quand il est allé se coucher, quand Sylviane est rentrée très tard, et leur chuchotement dans leur chambre. Je n'ai rien compris de ce qu'ils disaient. Je n'ai pu fermer l'œil qu'au lever du soleil, et même alors, le sommeil fut agité, peuplé de cauchemars que je ne pouvais retenir. Le samedi matin, Gérard s'est levé comme si rien ne s'était passé. Il a pris le petit déjeuner avec moi et les garçons, parlant de football avec Mathieu, et dans Lucas avec un puzzle, jouant avec eux dans le jardin. Je l'observais, cherchant un signe de honte ou de remords pour la nuit précédente. Mais il restait exactement le même, affectueux, joueur, normal. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste l'alcool, que tout cela devait être oublié. Pourtant, quelque chose en moi avait changé ce jour-là. Une méfiance silencieuse qui s'installait, incontrôlable. Quand il s'approchait de moi pour un câlin, même normal, je me raidissais. Mon corps se fermait instinctivement, tendu, prêt à me défendre. « Maman, tu ressembles à la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Quand j'étais enfant, tu prenais soin de moi avec une douceur infinie. Tu me baignais, me coiffais, et me faisais dormir sur tes genoux. Mais cette fois, l'odeur d'alcool était insupportable, presque nauséabonde. Sa voix sonnait bizarre, pâteuse, hésitante. Et ce n'était pas seulement l'alcool. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de parler, quelque chose qui me glissait un frisson de peur dans le dos. J'ai tenté de reculer, mais il a saisi mon bras avec une force douloureuse. « Gérard, laisse-moi aller me coucher, mon garçon. Tu as trop bu aujourd'hui et tu racontes n'importe quoi, » ai-je dit en essayant de garder mon calme, même si je sentais la panique monter en moi. Il n'a pas lâché mon bras. Au contraire, il a resserré sa prise. Puis il a fait quelque chose qui m'a bouleversée, quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais vivre venant de son fils. Il a effleuré mon visage et mon cou d'une manière qu'aucun fils ne devrait jamais toucher. Un contact long, étrange, déplacé, qui m'a parcouru de frissons et m'a fait ressentir une horreur indescriptible. « Maman, je t'aime tellement. Beaucoup plus que je ne devrais, » a-t-il murmuré à mon oreille. Il a tenté de m'embrasser sur la joue, mais ce n'était pas un geste filial. C'était humide, prolongé, près de ma bouche, avec la sienne entr'ouverte. Je l'ai repoussé de toutes mes forces et j'ai fui vers ma chambre, tremblante comme une feuille. J'ai verrouillé la porte de ma chambre à clé et même poussé la petite commode devant comme pour me protéger d'une intrusion possible. Je suis restée assise sur le lit, plongée dans l'obscurité, incapable d'allumer la lumière, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression qu'il allait sortir par ma bouche. Mes mains tremblaient sans arrêt et mon estomac se nouait,
comme si j'allais vomir. J'ai pensé que cela ne pouvait pas être vrai. Mon fils était ivre. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Demain, il se réveillerait et n'aurait aucun souvenir de tout cela. Ce n'était qu'un malentendu, une confusion due à l'alcool. J'ai essayé de me convaincre toute la nuit, mais cette sensation désagréable, ce dégoût, cette peur ne quittaient pas mon corps. Je suis restée éveillée jusqu'au petit matin, assise sur le lit, à tendre l'oreille au bruit de la maison. J'ai entendu quand il est allé dans sa chambre. J'ai entendu Sylvian rentrer tard dans la nuit. J'ai entendu leur voix murmurer doucement dans leur pièce, sans pouvoir comprendre un mot. Je n'ai trouvé le sommeil que lorsque le soleil pointait à l'horizon. Et même alors, ce fut un repos agité, rempli de cauchemars confus dont je ne me souvenais plus clairement au réveil. Le lendemain matin, je me suis levée avec un mal de tête terrible et une sensation de vide, comme si quelque chose s'était brisé en moi. Samedi matin, Gérard s'est réveillé comme si rien ne s'était passé. Il a pris le petit déjeuner avec moi et les garçons. Il parlait de football avec Mathieu, aidait Lucas à compléter un puzzle, jouait avec eux dans le jardin. Je l'observais sans relâche, cherchant un signe qu'il se rappelait la nuit précédente, un embarras, une honte quelconque. Mais non, il agissait comme d'habitude. Affectueux, joueur, normal. J'ai pensé qu'il ne se souvenait vraiment de rien, que tout n'était qu'alcool. Je me suis dit que j'allais laisser tomber et continuer ma vie. Mais malgré mes efforts, quelque chose en moi savait que ce n'était pas normal. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. J'ai commencé à devenir méfiante chaque fois qu'il s'approchait de moi. Même un simple câlin de bonjour me faisait me raidir. Mon corps se tendait automatiquement. Quand il me parlait avec cette affection qu'il avait toujours eue, je me méfiais. Je cherchais un double sens dans chacun de ses mots. Quand il m'aidait à porter quelque chose de lourd, j'évitais tout contact entre nos mains. C'était comme si cet instant avait planté en moi une petite graine de peur. Une graine minuscule, mais persistante, qui me dérangeait, qui me faisait douter de choses que je n'avais jamais remises en question dans toute ma vie de mère. Et le pire, c'est que je n'avais le courage d'en parler à personne. À qui aurais-je pu confier cela ? À Sylviane ? Elle m'aurait prise pour folle, convaincue que j'inventais tout à cause de l'âge. À mes voisins ? Ils auraient répandu des commérages partout et j'aurais été la risée de tous. Au curé de l'église que je fréquentais chaque dimanche ? La honte m'aurait paralysée, car quelle mère laisse une telle chose se produire ? Alors j'ai gardé ce secret pour moi, comme un poids écrasant sur ma poitrine, qui m'empêchait de respirer correctement. Mais le destin réservait pire encore. Ce que je croyais n'être qu'un malentendu d'une nuit d'ivresse n'était que le prélude à une histoire qui allait bouleverser ma vie pour toujours. À partir de ce samedi de décembre, rien n'a été comme avant. Et maintenant, vous allez voir comment une simple situation de mère vivant avec son fils peut devenir le pire cauchemar qu'une femme puisse connaître. Préparez votre cœur, car ce qui suit choque autant que cela m'a choqué. Cela montre que parfois, les monstres ne se cachent pas dans les rues ni dans des maisons inconnues. Parfois, ils vivent sous notre toit, portant le visage de ceux que nous aimons le plus. Mais avant de sauter à la fin de cette histoire, je dois raconter comment cette situation s'est transformée en mon pire cauchemar. Parce que cette première nuit dont je vous ai parlé n'était que le début de quelque chose de bien pire. Si vous avez été bouleversé par ce que je viens de raconter, préparez-vous, car l'abîme était plus profond que je ne l'imaginais. Le pire, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas l'alcool. Mon propre fils était devenu un monstre que je ne connaissais pas. Dans les jours qui ont suivi ce vendredi, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. Je me levais le matin, préparais le petit déjeuner, m'occupais des garçons, nettoyais la maison, cuisinais, exactement comme toujours. Mais à l'intérieur, j'étais changée. Vous comprenez ? C'était comme une petite bête qui me rongeait de l'intérieur, une angoisse qui ne me lâchait jamais. Chaque fois que Gérard s'approchait de moi, mon corps se tendait, mon cœur s'emballait. Je cherchais n'importe quelle excuse pour m'éloigner. « Maman, est-ce que ça va ? Tu es bizarre ces jours-ci » demandait-il. « Oui, mon fils, juste de la fatigue, un mal de dos, des choses de vieux » mentais-je. Mais cela ne s'arrêta pas. Une semaine plus tard, un mardi après-midi. Sylviane était sortie avec Mathieu chez le médecin. Lucas était resté à l'école pour un cours de soutien et ne devait rentrer qu'à 5 heures. J'étais seule dans la cuisine, faisant la vaisselle, quand Gérard arriva derrière moi. Il colla son corps contre mon dos, ses mains sur ma taille, et murmura à mon oreille « Maman, pourquoi t'es-tu éloignée ces derniers temps ?»
J'ai senti que tu as aimé la caresse que je t'ai faite la semaine dernière. Mon sang se glaça. Je tentai de me tourner pour fuir, mais il me plaqua contre l'évier, ses bras des deux côtés de mon corps, m'empêchant de sortir. Gérard, arrête. Tu es mon fils, ce n'est pas bien, dis-je, la voix tremblante de peur. Mais il rit, un rire étrange, nouveau, glacial. Ah, maman, tu n'as pas besoin de faire semblant. J'ai vu comme tu as frissonné ce jour-là. Tu as aimé que je touche ton visage. Je tremblais, réalisant qu'il se souvenait de tout. Ce n'était pas l'alcool. C'était délibéré. Il a commencé à caresser mes bras, mon cou, tandis que je tentais de me dérober. Mon fils, arrête ça pour l'amour du ciel. C'est mal, je suis ta mère, suppliai-je. Mais il ne s'arrêtait pas. Sa bouche s'approcha de mon cou et il m'embrassa d'une façon dégoûtante, mouillée. Je le repoussai, essayais de crier. Il couvrit ma bouche de sa main et murmura « Ne crie pas, maman, sinon les voisins vont t'entendre et penser que c'est toi qui me provoques. » C'est là que j'ai compris. Mon propre fils était devenu un monstre que je ne reconnaissais plus. J'ai réussi à me libérer et couru jusqu'à ma chambre. J'ai verrouillé la porte, tremblante, jusqu'au retour de Sylviane et Mathieu. Quand elle arriva, je préparais le dîner comme si rien ne s'était passé. Intérieurement, j'étais brisée. Gérard agit normalement, parla de sa journée, demanda comment s'était passée la consultation de Mathieu. Personne n'aurait pu imaginer ce qui venait de se passer. Je n'avais pas le courage de confier la vérité à Sylviane. Qui croirait qu'une belle-mère accuse son propre fils de telles horreurs? On m'aurait prise pour folle. Mais les incidents se répétèrent. Chaque fois que Sylviane partait travailler et que les garçons étaient à l'école, il inventait un prétexte pour s'approcher. Parfois, c'était pour m'aider à étendre le linge, et il en profitait pour me toucher de manière inappropriée. D'autres fois, il prétextait avoir besoin de quelque chose dans la cuisine et me coinçait contre la cuisinière ou le réfrigérateur. J'ai commencé à vivre dans la peur. Je fuyais à tout prix la maison dès que je le pouvais. Au marché, à la pharmacie, chez une voisine, n'importe quoi pour ne pas rester seule avec ce monstre. Je maigrissais, perdais le sommeil, ne pouvais plus manger correctement. Sylviane commençait à remarquer quelque chose. « Madame Marceline, vous maigrissez beaucoup, tout va bien? Voulez-vous que je vous emmène chez le médecin ?» Je disais toujours que j'allais bien, que c'était juste une mauvaise passe, que ça passerait. Comment expliquer que son mari, mon propre fils, abusait de moi? Comment dire une chose pareille? Les mots restaient coincés dans ma gorge, mêlés au dégoût et à la honte. C'était un jeudi de mars, le pire de tous les épisodes. Sylviane était partie pour une réunion à la boutique, les garçons étaient en sortie scolaire à Clermont-Ferrand. Une journée entière, juste lui et moi à la maison. Quand j'ai réalisé que j'allais être seule avec Gérard, j'ai essayé d'inventer une excuse pour sortir. Mais il m'en a empêché. « Maman, tu ne vas pas sortir. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation sérieuse, juste nous deux. » Sa voix m'a terrifiée. Je me suis enfermée dans ma chambre, mais il frappait à la porte, disant que s'il n'entrait pas, il défoncerait tout. Quand j'ai ouvert, craignant un scandale et que les voisins n'entendent. Il est entré, m'a jeté sur le lit et m'a fait des choses horribles, dont je souffre encore à y penser. Des choses qu'un fils ne devrait jamais faire à sa mère. Des blessures visibles et invisibles. J'ai essayé de crier, de me défendre, mais il était plus fort. Quand il a terminé, il a dit une phrase glaciale. « Si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit, je dirai que c'est toi qui m'as offert, que tu me fais des avances depuis que tu es venu vivre ici. » Et qui croirait? Moi, ou une vieille femme qui pourrait devenir folle? Après ce jour-là, je suis tombée dans une dépression profonde. Je ne sortais plus, je ne mangeais plus correctement. Je restais allongée, regardant le plafond, pleurant doucement pour que personne n'entende. Sylviane s'inquiéta et insista pour m'emmener chez le médecin. Au centre de santé, le docteur Antoine, qui me connaissait depuis des années, fit quelques examens. « Vous avez de l'anémie, de l'hypotension, et semblez en dépression, dit-il. » Il prescrivit des médicaments et demanda une prise de sang pour évaluer ma santé générale. C'est lors de ces analyses que je fis la découverte la plus choquante de ma vie. L'infirmière m'a appelée dans une petite pièce à l'écart. Son visage était sérieux, presque grave. « Madame Duchemin, il faut refaire l'analyse, » m'a-t-elle expliqué, les résultats actuels ne peuvent pas être justes. Une semaine plus tard, après avoir refait les tests, elle me fit de nouveau appeler. Sa voix tremblait légèrement quand elle murmura
Madame Duchemin, mais, comment cela se peut-il? Vous êtes enceinte? Je me suis effondrée sur le sol. À mon réveil, elle me ventilait doucement avec un papier et me tendait un verre d'eau sucrée. Ce n'est pas possible, répétais-je, les mots coincés dans ma gorge. J'ai 65 ans, ce n'est pas possible. Elle m'expliqua alors que, bien que très rare, une telle grossesse pouvait se produire. D'après les analyses, j'étais déjà enceinte depuis presque 2 mois. 2 mois, exactement depuis cette première nuit de décembre où tout avait basculé. Mon univers s'écroula. Je rentrai chez moi dans un état de désolation totale, incapable de savoir comment annoncer cela à quiconque. En franchissant la porte, Gérard était assis dans le salon, absorbé par la télévision. Je me dirigeai directement vers ma chambre et m'y enfermai, tentant de comprendre comment je pourrais faire face à cette situation. Une femme de 65 ans enceinte de son propre fils. Quelle humiliation! Quelle absurdité! Comment allais-je expliquer cela aux voisins, à ma famille, à tout le monde? Le lendemain, rassemblant tout mon courage, j'abordai Gérard au sujet de la grossesse. J'espérais qu'il serait choqué, qu'il prendrait ses responsabilités, qu'il m'aiderait à trouver une solution. Mais sa réaction dépassa toutes mes craintes. Il se pencha vers moi, le regard dur, et cracha. « Maman, tu deviens vraiment folle. De qui parles-tu? Tu vas traîner avec des vieux dans la rue et maintenant tu veux me mettre ça sur le dos? Je n'ai rien fait avec toi. C'est toi qui t'offres à moi, qui te frottes contre moi, et maintenant tu inventes cette histoire absurde. » J'étais figée, incapable de prononcer le moindre mot devant tant d'audace. Il poursuivit, sans relâche. « Et si tu oses répandre des mensonges sur moi, je dirai à Sylviane et à tout le monde que tu me harcèles, que tu t'insinues auprès de moi quand ma femme est absente. Qui vont-ils croire? Une vieille qui perd la tête ou un homme respectable de la famille? » À cet instant, une certitude glaciale s'imposa, mon propre fils était devenu mon pire ennemi. Ce soir-là, quand Sylviane rentra du travail, Gérard n'attendit pas une seconde pour lui raconter sa version des faits. L'infirmière m'a appelé dans une petite pièce à l'écart. Son visage était sérieux, presque grave. « Madame Duchemin, il faut refaire l'analyse, m'a-t-elle expliqué, les résultats actuels ne peuvent pas être justes. » Une semaine plus tard, après avoir refait les tests, elle me fit de nouveau appeler. Sa voix tremblait légèrement quand elle murmura. « Madame Duchemin, mais, comment cela se peut-il? Vous êtes enceinte? » Je me suis effondrée sur le sol. À mon réveil, elle me ventilait doucement avec un papier et me tendait un verre d'eau sucrée. « Ce n'est pas possible, répétais-je, les mots coincés dans ma gorge. J'ai 65 ans, ce n'est pas possible. » Elle m'expliqua alors que, bien que très rare, une telle grossesse pouvait se produire. D'après les analyses, j'étais déjà enceinte depuis presque 2 mois. 2 mois, exactement depuis cette première nuit de décembre où tout avait basculé. Mon univers s'écroula. Je rentrai chez moi dans un état de désolation totale, incapable de savoir comment annoncer cela à quiconque. En franchissant la porte, Gérard était assis dans le salon, absorbé par la télévision. Je me dirigeai directement vers ma chambre et m'y enfermai, tentant de comprendre comment je pourrais faire face à cette situation. Une femme de 65 ans enceinte de son propre fils. Quelle humiliation! Quelle absurdité! Comment allais-je expliquer cela aux voisins, à ma famille, à tout le monde? Le lendemain, rassemblant tout mon courage, j'abordai Gérard au sujet de la grossesse. J'espérais qu'il serait choqué, qu'il prendrait ses responsabilités, qu'il m'aiderait à trouver une solution. Mais sa réaction dépassa toutes mes craintes. Il se pencha vers moi, le regard dur, et cracha. « Maman, tu deviens vraiment folle. De qui parles-tu? Tu vas traîner avec des vieux dans la rue et maintenant tu veux me mettre ça sur le dos? Je n'ai rien fait avec toi. C'est toi qui t'offres à moi, qui te frottes contre moi, et maintenant tu inventes cette histoire absurde. » J'étais figée, incapable de prononcer le moindre mot devant tant d'audace. Il poursuivit, sans relâche. « Et si tu oses répandre des mensonges sur moi, je dirai à Sylviane et à tout le monde que tu me harcèles, que tu t'insinues auprès de moi quand ma femme est absente. Qui vont-ils croire? Une vieille qui perd la tête ou un homme respectable de la famille? » À cet instant, une certitude glaciale s'imposa, mon propre fils était devenu mon pire ennemi. Ce soir-là, quand Sylviane rentra du travail, Gérard n'attendit pas une seconde pour lui raconter sa version des faits. L'infirmière m'a appelé dans une petite pièce à l'écart. Son visage était sérieux, presque grave. « Madame Duchemin, il faut refaire l'analyse, m'a-t-elle expliqué, les résultats actuels ne peuvent pas être justes.
Une semaine plus tard, après avoir refait les tests, elle me fit de nouveau appeler. Sa voix tremblait légèrement quand elle murmura : « Madame Duchemin, mais, comment cela se peut-il ? Vous êtes enceinte ? » Je me suis effondrée sur le sol. À mon réveil, elle me ventilait doucement avec un papier et me tendait un verre d'eau sucrée. « Ce n'est pas possible, » répétais-je, les mots coincés dans ma gorge. « J'ai 65 ans, ce n'est pas possible. » Elle m'expliqua alors que, bien que très rare, une telle grossesse pouvait se produire. D'après les analyses, j'étais déjà enceinte depuis presque 2 mois. 2 mois, exactement depuis cette première nuit de décembre où tout avait basculé. Mon univers s'écroula. Je rentrai chez moi dans un état de désolation totale, incapable de savoir comment annoncer cela à quiconque. En franchissant la porte, Gérard était assis dans le salon, absorbé par la télévision. Je me dirigeai directement vers ma chambre et m'y enfermai, tentant de comprendre comment je pourrais faire face à cette situation. Une femme de 65 ans enceinte de son propre fils. Quelle humiliation! Quelle absurdité! Comment allais-je expliquer cela aux voisins, à ma famille, à tout le monde ? Le lendemain, rassemblant tout mon courage, j'abordai Gérard au sujet de la grossesse. J'espérais qu'il serait choqué, qu'il prendrait ses responsabilités, qu'il m'aiderait à trouver une solution. Mais sa réaction dépassa toutes mes craintes. Il se pencha vers moi, le regard dur, et cracha : « Maman, tu deviens vraiment folle. De qui parles-tu ? Tu vas traîner avec des vieux dans la rue et maintenant tu veux me mettre ça sur le dos ? Je n'ai rien fait avec toi. C'est toi qui t'offres à moi, qui te frottes contre moi, et maintenant tu inventes cette histoire absurde. » J'étais figée, incapable de prononcer le moindre mot devant tant d'audace. Il poursuivit, sans relâche : « Et si tu oses répandre des mensonges sur moi, je dirai à Sylviane et à tout le monde que tu me harcèles, que tu t'insinues auprès de moi quand ma femme est absente. Qui vont-ils croire ? Une vieille qui perd la tête ou un homme respectable de la famille ? » À cet instant, une certitude glaciale s'imposa, mon propre fils était devenu mon pire ennemi. Ce soir-là, quand Sylviane rentra du travail, Gérard n'attendit pas une seconde pour lui raconter sa version des faits. L'infirmière m'a appelé dans une petite pièce à l'écart. Son visage était sérieux, presque grave. « Madame Duchemin, il faut refaire l'analyse, » m'a-t-elle expliqué, « les résultats actuels ne peuvent pas être justes. » Une semaine plus tard, après avoir refait les tests, elle me fit de nouveau appeler. Sa voix tremblait légèrement quand elle murmura : « Madame Duchemin, mais, comment cela se peut-il ? Vous êtes enceinte ? » Je me suis effondrée sur le sol. À mon réveil, elle me ventilait doucement avec un papier et me tendait un verre d'eau sucrée. « Ce n'est pas possible, » répétais-je, les mots coincés dans ma gorge. « J'ai 65 ans, ce n'est pas possible. » Elle m'expliqua alors que, bien que très rare, une telle grossesse pouvait se produire. D'après les analyses, j'étais déjà enceinte depuis presque 2 mois. 2 mois, exactement depuis cette première nuit de décembre où tout avait basculé. Mon univers s'écroula. Je rentrai chez moi dans un état de désolation totale, incapable de savoir comment annoncer cela à quiconque. En franchissant la porte, Gérard était assis dans le salon, absorbé par la télévision. Je me dirigeai directement vers ma chambre et m'y enfermai, tentant de comprendre comment je pourrais faire face à cette situation. Une femme de 65 ans enceinte de son propre fils. Quelle humiliation! Quelle absurdité! Comment allais-je expliquer cela aux voisins, à ma famille, à tout le monde ? Le lendemain, rassemblant tout mon courage, j'abordai Gérard au sujet de la grossesse. J'espérais qu'il serait choqué, qu'il prendrait ses responsabilités, qu'il m'aiderait à trouver une solution. Mais sa réaction dépassa toutes mes craintes. Il se pencha vers moi, le regard dur, et cracha : « Maman, tu deviens vraiment folle. De qui parles-tu ? Tu vas traîner avec des vieux dans la rue et maintenant tu veux me mettre ça sur le dos ? Je n'ai rien fait avec toi. C'est toi qui t'offres à moi, qui te frottes contre moi, et maintenant tu inventes cette histoire absurde. » J'étais figée, incapable de prononcer le moindre mot devant tant d'audace. Il poursuivit, sans relâche : « Et si tu oses répandre des mensonges sur moi, je dirai à Sylviane et à tout le monde que tu me harcèles, que tu t'insinues auprès de moi quand ma femme est absente. Qui vont-ils croire ? Une vieille qui perd la tête ou un homme respectable de la famille ? » À cet instant, une certitude glaciale s'imposa, mon propre fils était devenu mon pire ennemi. Ce soir-là, quand Sylviane rentra du travail, Gérard n'attendit pas une seconde pour lui raconter sa version des faits. Il affirmait que je perdais un peu la tête depuis mon arrivée chez eux. Que j'inventais des histoires,
que je prétendais être enceinte pour lui faire porter la responsabilité. Sylviane est venue me parler, le visage rouge de colère. « Madame Marceline, c'est quoi cette histoire que Gérard raconte? Vous êtes vraiment enceinte? Et comment pouvez-vous accuser mon mari de quelque chose d'aussi grave ?» J'ai essayé de lui raconter, mais les mots se bousculaient, précipités et confus. Je tremblais, je sanglotais, et elle n'a cru aucune de mes paroles. « Madame Marceline, a-t-elle dit d'un ton sec, je vous l'ai toujours respecté, mais ce que vous avancez est très sérieux. Mon mari peut avoir 1000 défauts, mais il ne ferait jamais une chose pareille. Vous devez confondre les événements, mélanger rêve et réalité. Cela arrive parfois aux personnes âgées. Répondez-moi franchement. Pensez-vous qu'une femme de 60 ans pourrait séduire son propre fils, ou est-ce juste une excuse d'homme faible? Je dois savoir si vous mesurez la gravité de ce que vous me racontez. À partir de ce moment, ma vie est devenue un enfer. Et je sentais que le pire n'était pas encore arrivé. La situation à la maison est devenue intenable. Sylviane me traitait avec froideur et suspicion, comme si j'étais un danger, une menace pour son mariage. Gérard faisait comme si rien ne s'était passé, me regardant comme une folle qui invente des histoires. Et moi, seule au milieu de tout cela, enceinte, incapable de prouver la vérité, portant ce secret qui me rongeait de l'intérieur. Un matin d'avril, tout a éclaté. Sylviane est rentrée du travail plus tôt, se sentant mal, et m'a trouvée en train de vomir dans la salle de bain, un des symptômes de la grossesse. Elle m'a observée et a lancé « Madame Marceline, vous êtes vraiment enceinte alors, et vous continuez à accuser Gérard ?» Quand j'ai confirmé, sa colère a explosé comme jamais. « Vous devez quitter ma maison aujourd'hui même. Je ne tolérerai pas qu'une personne qui invente des mensonges sur mon mari reste sous mon toit. » Elle a commencé à crier, à fourrer mes vêtements dans des sacs, à briser mes affaires personnelles. « Sortez de ma maison, vieille indécente. Sortez avant que j'appelle la police. » Gérard est arrivé au milieu du chaos et a fait mine de calmer sa femme, mais je lisais dans ses yeux une satisfaction froide, comme si tout cela se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Les garçons sont revenus de l'école au milieu des cris. Ils sont restés là, figés, terrifiés, incapables de comprendre ce qui se passait. En moins de 2 heures, j'étais dans la rue, un sac de vêtements à la main, enceinte de 2 mois, sans argent, sans toit. La femme de mon propre fils m'avait chassée comme un animal. Et le pire, c'est que toute ma famille me croyait folle, une vieille menteuse inventant des histoires absurdes pour nuire à un homme innocent. La première nuit, j'ai dormi sur un banc sur la place principale d'Aurillac. Le froid me transperçait, et je ne savais pas comment affronter l'avenir. Le lendemain, une passante m'a vue et a eu pitié de moi. Elle m'a indiqué une petite pension sur la rue des Fleurs, où je pouvais loger pour 15 € par jour. J'ai utilisé mes dernières économies, insuffisantes même pour un mois, et j'ai loué une chambre étouffante avec salle de bain commune et un lit qui semblait prêt à s'écrouler. C'est là que commença la phase la plus dure de ma vie. Enceinte à 65 ans, rejetée par ma famille, expulsée de mon foyer, sans argent, vivant parmi des ivrognes et des femmes faciles. Je devais travailler pour survivre, mais qui embauche une femme enceinte de cet âge? Heureusement, j'avais réussi à emporter ma machine à coudre. J'ai commencé à confectionner des vêtements, faire des retouches, des ourlets, des broderies, tout ce qui pouvait me rapporter quelques sous pour manger. Chaque jour, mon ventre s'arrondissait davantage, et les regards des passants me brûlaient comme des flammes. Une femme enceinte à mon âge était un spectacle étrange. Les commentaires méchants ne se faisaient pas attendre. Regardez cette honte, cette vieille enceinte. Elle a dû tomber dans les griffes d'un pervers. Elle a tout perdu, sa dignité, sa raison. Et moi, portant l'enfant de mon propre fils, je devais garder le silence. Qui aurait cru une histoire pareille? Mais le destin avait encore des leçons à me donner. Des leçons sur la douleur, l'injustice, et sur la force qu'une femme peut puiser dans le désespoir. Et vous allez voir comment j'ai réussi à me libérer de cette situation terrible, et comment j'ai vengé ceux qui m'avaient fait du tort d'une manière inattendue. Les 9 mois de grossesse furent les plus rudes de ma vie. Mais ce furent aussi les mois qui m'ont révélé une force insoupçonnée. Vivant dans cette pension nauséabonde, cousant du matin au soir pour payer le loyer et acheter à manger, j'ai découvert qu'une femme peut l'accomplir bien plus qu'elle ne l'imagine quand la vie se durcit. Et c'est alors que j'ai cru qu'il n'y avait plus d'espoir, que tout était perdu, que le miracle est arrivé, un miracle qui allait changer ma vie pour toujours. C'était un dimanche de septembre. J'étais à 8 mois et demi de grossesse, le ventre si volumineux que chaque mouvement devenait laborieux.
La nuit avait été interminable, mon dos me lançait, impossible de trouver une position pour dormir, ni assise, ni allongée. Vers 5 heures du matin, une douleur nouvelle est apparue, plus vive, qui a commencé doucement puis s'est intensifiée. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un simple mal de grossesse, mais quand la douleur m'a fait pousser des cris, j'ai compris que ma fille voulait voir le jour. Il n'y avait personne pour m'aider, pas de téléphone pour appeler les secours, pas d'argent pour un taxi. J'ai réussi à ramper jusqu'à la chambre de la propriétaire de la pension, et j'ai frappé à la porte. « Madame Moreau, s'il vous plaît, aidez-moi, mon bébé arrive », ai-je crié à travers la porte. Elle s'est réveillée en sursaut, tout agitée, me disant qu'elle ne savait rien des accouchements et qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Mais comment atteindre l'hôpital dans cet état? Criant de douleur, seule, sans argent et sans personne pour m'emmener? C'est alors qu'un ange est apparu. Germaine Rousselet, une dame d'une 60aine d'années qui habitait la chambre voisine, est apparue à la porte, déjà prête comme si elle m'attendait. « Calme-toi, ma petite », dit-elle d'une voix douce qui m'a instantanément apaisée. J'ai aidé beaucoup de femmes à accoucher. J'ai travaillé comme sage-femme ici dans la région pendant des années. Je vais m'occuper de toi. Et elle a tenu parole. Elle m'a installée dans ma chambre, a fait chauffer de l'eau, préparé des serviettes propres, et n'a jamais quitté mon côté, me tenant la main, me rassurant, me donnant la force de continuer. L'accouchement fut épuisant, extrêmement difficile, mon corps n'étant plus préparé à un tel effort à mon âge. Je criais de douleur, persuadée que j'allais mourir, mais Germaine ne m'a jamais laissée seule. « Courage ma petite, courage, elle arrive bientôt », me répétait-elle sans cesse. Et à 2 heures de l'après-midi, un dimanche suffocant de septembre, ma fille est enfin née. Quand j'ai entendu son premier cri, j'ai éclaté en sanglots avec elle. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'une émotion pure que je n'avais jamais connue. Germaine l'a posée sur ma poitrine, minuscule, parfaite, et en la regardant, j'ai compris que cette petite vie était désormais ma responsabilité. Cette petite fille avait besoin de moi et je ne pouvais pas abandonner la vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'appeler Espérance, car elle était arrivée exactement quand j'avais le plus besoin d'espoir. Germaine a pris soin de moi et d'Espérance comme si nous faisions partie de sa propre famille. Elle m'a appris à donner le bain à la petite, à changer ses couches et à allaiter correctement. Elle m'apportait de la nourriture depuis sa chambre, m'aidait à laver les vêtements du bébé et gardait Espérance quand je devais sortir travailler. « Marceline », m'a-t-elle dit un jour, « tu dois arrêter de te lamenter et commencer à te battre. Cette petite fille a besoin d'une mère forte, pas d'une femme vaincue. » Elle avait raison. Il était temps pour moi de cesser de pleurer et de réagir. C'est Germaine qui m'a donné l'idée qui a changé ma vie. Elle avait remarqué les broderies que je faisais sur les vêtements d'Espérance, ces petits points spéciaux que ma mère m'avait appris quand j'étais enfant, et elle en était impressionnée. « Marceline, tes broderies sont magnifiques. Elles sont différentes de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Pourquoi ne pas essayer de vendre ces pièces dans une boutique d'artisanat? Je suis sûre que ça marchera. » Au début, j'ai pensé que c'était ridicule, qui achèterait des broderies d'une femme comme moi? Mais le besoin a été plus fort que la honte. J'ai pris quelques tissus que j'avais sous la main. J'ai réalisé des broderies très soignées, inventant des dessins sur le moment, mélangeant différentes techniques que j'avais apprises au fil de ma vie. C'étaient des fleurs, mais pas des fleurs ordinaires. Des fleurs qui semblaient prendre vie, qui sautaient du tissu et racontaient une histoire. Germaine était émerveillée. « Ma petite, c'est de l'art pur. Tu as un don que tu ne connais même pas toi-même. » J'ai apporté une nappe brodée dans une boutique d'artisanat du centre-ville, sur la rue du Buis. La propriétaire, une femme nommée Rolande, a observé mon travail attentivement et a dit « Oh là là, quel travail fin! Quelle technique originale! Combien voulez-vous pour cette nappe ?» J'étais si nerveuse que j'ai donné le premier prix qui m'est venu à l'esprit, 50 €. Elle n'a même pas négocié et a répondu « D'accord. Et si vous pouvez faire d'autres pièces comme celle-ci, je les achète toutes. » Je suis sortie du magasin avec 50 € en main et le cœur battant d'émotion. 50 € représentaient plus que ce que je pouvais gagner en une semaine entière à coudre des vêtements pour les autres. Je suis revenue à la pension en courant et j'ai raconté la nouvelle à Germaine, qui était plus heureuse que moi. « Je te l'avais dit », m'a-t-elle dit. « Tu as un talent spécial, Marceline. Maintenant, il suffit de travailler correctement et tu pourras sortir de cette situation. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à broder sans relâche. Je me levais à 4 heures du matin.
Je donnais le sein à Espérance et brodais jusqu'à ce qu'elle se réveille à nouveau. Pendant sa sieste de l'après-midi, je brodais encore. Le soir, après qu'elle se soit endormie, je continuais jusqu'à tard dans la nuit. Mes doigts me faisaient mal, mes yeux brûlaient, mais je ne m'arrêtais pas. À chaque pièce terminée, j'inventais un nouveau dessin, une combinaison de couleurs originales, un type de point que personne d'autre n'utilisait. En quelques mois, j'apportais déjà 5 ou 6 pièces par semaine à Rolande et elle les vendait toutes rapidement. Les clients demandaient qui était la brodeuse, recommandaient des pièces spécifiques, disaient qu'ils n'avaient jamais vu un travail pareil. Rolande a augmenté le prix de mes créations à 100 € chacune et malgré cela, tout se vendait. Marceline, m'a-t-elle dit, vos broderies font fureur. Les gens viennent ici juste pour acheter vos pièces. Avec l'argent que je gagnais, j'ai pu louer une meilleure chambre dans une pension plus décente à Belbex. Elle était petite mais propre, avec une salle de bain privée et sans bruit d'ivrogne la nuit. J'ai acheté quelques petites choses pour Espérance, un berceau, de nouveaux vêtements, des couches de meilleure qualité. Pour la première fois depuis longtemps, je vivais avec dignité, sans dépendre de personne. Mais le plus important n'était pas l'argent. Le plus important était ce sentiment d'avoir trouvé un but, une raison de me lever chaque jour. Chaque broderie que je réalisais, c'était comme si je brodais ma propre histoire, ma propre force. C'était ma manière de me prouver que je n'étais pas une victime, une femme vaincue. J'étais une artiste, une travailleuse, une mère qui se battait pour offrir une vie meilleure à sa fille. Germaine continuait d'être mon ange gardien. Elle gardait Espérance quand j'allais à la boutique, me donnait des conseils pour m'occuper du bébé, m'apprenait des recettes simples et délicieuses pour bien me nourrir. Marceline, disait-elle, tu deviens une femme différente. Quand tu es arrivée ici, tu étais comme un petit oiseau blessé. Maintenant, tes yeux brillent, ta voix a de la force. Tu as trouvé ta véritable identité. Et elle avait raison. Je me découvrais, révélant des talents que je n'imaginais même pas. Je réalisais que j'étais capable de bien plus que je ne le pensais. Toute cette période horrible que j'avais traversée m'avait appris à être indépendante. J'avais appris à faire confiance à mes propres capacités et à ne dépendre de personne pour survivre. C'était comme si j'étais née à nouveau, avec Espérance à mes côtés. Après 6 mois à broder pour Rolande, elle m'a fait une proposition qui m'a laissé bouche bée. Marceline, m'a-t-elle dit, que diriez-vous de participer à une foire artisanale ici à Ariac ? Il y aura une grande foire le mois prochain avec des artisans venus de toute la région. Je suis sûre que vos broderies auront beaucoup de succès. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit que je ne pourrais jamais rivaliser avec des artisans expérimentés. Mais Germaine m'a convaincue. Vas-y, ma petite, m'a-t-elle dit. Tu dois montrer ton travail au monde. La foire a été un succès total. J'ai installé un petit stand avec une vingtaine de pièces, serviettes, torchons, coussins, tous brodés avec mes dessins uniques. Le premier jour, j'ai vendu la moitié des pièces. Le deuxième jour, j'ai écoulé le reste et même reçu des commandes de plus de 10 clients. Les gens s'arrêtaient devant mon stand, admiraient mes broderies et me demandaient comment je réalisais ces points, où j'avais appris ces techniques. C'est à cette foire que j'ai rencontré Madame Hélène, une dame élégante de Lyon qui possédait une boutique de décoration à Bellecour. Elle a acheté 3 nappes et m'a donné sa carte. Marceline, m'a-t-elle dit, je voudrais passer une grosse commande. J'ai besoin de 20 pièces brodées pour ma boutique. Pouvez-vous les réaliser ? 20 pièces. C'était la plus grande commande que j'avais jamais reçue. Oui, Madame Hélène, ai-je répondu sans hésiter. Cette commande m'a offert une sécurité financière que je n'avais jamais connue. Avec l'argent gagné, j'ai pu louer une petite maison pour Espérance et moi dans le quartier de Marmier. C'était une maison simple avec 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain, mais c'était ma maison. Pour la première fois de ma vie, j'avais un foyer à moi, où personne ne pouvait me chasser et où je pouvais élever ma fille en paix. J'ai acheté une nouvelle machine à coudre, une grande table de travail, des tambours à broder de différentes tailles et des fils de toutes les couleurs. J'ai transformé une des chambres en atelier, où je passais la majeure partie de la journée à créer des pièces de plus en plus belles et détaillées. Espérance grandissait à côté de moi, jouant avec des morceaux de tissu pendant que je travaillais, dormant dans son petit lit placé près de ma table de travail. Mais ce n'était pas seulement ma situation financière qui s'améliorait. Je me sentais transformée. Je me sentais forte, indépendante, capable de résoudre mes propres problèmes. Chaque matin, je me réveillais tôt. Je regardais ma fille dormir dans son berceau. Je contemplais mon atelier bien rangé et pensais, j'ai réussi.
J'ai réussi seule à sortir du fond du gouffre et à construire une vie digne pour moi et ma fille. C'est alors qu'un sentiment nouveau a commencé à grandir en moi. Un désir que je n'avais jamais connu auparavant. Le désir de justice. Ce n'était pas de la vengeance. Non, c'était vraiment de la justice. Je voulais que mon fils paie pour ce qu'il m'avait fait. Je voulais que Sylvian connaisse la vérité. Je voulais que tout le monde sache que je n'étais pas une vieille folle inventant des histoires. J'étais une femme qui avait subi un crime terrible et qui avait réussi à se relever seule. J'ai commencé à réfléchir à la manière de prouver la vérité. Comment faire en sorte que justice soit faite? Et comment protéger ma fille, car ce n'était plus seulement ma vie qui était en jeu. Espérance était à considérer dans chacune de mes décisions. Mais une chose était certaine, je ne laisserais pas passer ce que mon fils m'avait infligé. D'une manière ou d'une autre, il allait payer. Germaine, qui restait mon amie fidèle et ma confidente, remarqua le changement en moi. « Marceline, me dit-elle, tu as quelque chose dans le regard ces derniers jours. On dirait que tu prépares quelque chose. » Et c'était vrai. Je planifiais comment obtenir justice de façon intelligente. Une manière qui ne nuirait ni à ma fille, ni à la vie que j'avais reconstruite avec tant de sacrifices. Parce que vous allez voir qu'une femme déterminée, une femme qui découvre sa force intérieure, est capable de choses que personne n'imagine. Mon histoire était loin d'être terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Le meilleur, ou le pire, selon pour qui on se place, restait encore à venir. Durant les 4 années suivantes, ma vie a été un mélange de réussite et de planification silencieuse. De l'extérieur, j'étais Marceline la brodeuse. La femme qui avait réussi à se relever seule et à élever une jolie petite fille. À l'intérieur, j'étais devenue une femme résolue. Déterminée à faire éclater la vérité. Je planifiais, j'étudiais, je rassemblais des preuves de ce que mon propre fils m'avait fait. Vous seriez impressionné par la patience que j'ai eue et par la stratégie que j'ai élaborée pendant tout ce temps. L'affaire de mes broderies a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Après la foire à Houille, les commandes ont commencé à arriver sans cesse. Madame Hélène, de Lyon, est devenue une cliente régulière, passant de grosses commandes chaque mois. D'autres boutiques, à Lyon, Clermont-Ferrand, même Paris, ont commencé à demander mes créations. Ma technique, qui mêlait points traditionnels et motifs inventés, est devenue ma signature. Les gens disaient « Connaissez-vous les broderies de Marceline ?» C'est un travail unique en France. Mais ce n'était pas seulement la réussite financière qui me motivait. Chaque euro gagné était un pas vers mon indépendance. Chaque euro était la preuve que je pouvais survivre seule. Et surtout, chaque euro était un outil dans ma stratégie de justice. Je savais que pour affronter mon fils devant la loi, j'aurais besoin d'argent pour un avocat compétent, pour des examens, pour constituer un dossier solide. Quand Espérance a eu 2 ans, j'ai commencé à étudier le droit en ligne. J'ai acheté un ordinateur d'occasion et fait installer Internet chez moi. J'ai passé des nuits entières à chercher des informations sur les crimes sexuels, la prescription et les droits des victimes. Au début, tous ces termes juridiques me semblaient incompréhensibles. Mais peu à peu, je progressais, article après article, vidéo après vidéo. C'est ainsi que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Les crimes de viol contre des personnes vulnérables ne se prescrivent pas. Et la loi française considère les personnes âgées comme vulnérables. Cela signifiait que, même 4 ans après, je pouvais poursuivre mon fils. Mon cœur s'est emballé en lisant cela. Je réalisais que j'avais une vraie chance de faire éclater la vérité. Une chance de montrer que je n'étais pas une menteuse. Mais je savais qu'il ne suffisait pas de dénoncer. J'avais besoin de preuves, de témoins, d'indices. C'est là que commençait la partie la plus difficile, rassembler ces preuves sans éveiller les soupçons. J'ai commencé à fréquenter les lieux où mon fils allait, à parler avec des voisins, des gens qui le connaissaient, cherchant à savoir s'il avait fait de même à d'autres femmes. J'ai appris qu'il avait perdu son emploi à l'usine non seulement à cause de la crise. Une jeune employée avait déposé une plainte pour harcèlement, mais elle avait abandonné par peur. J'ai aussi découvert qu'il fréquentait des bars douteux et qu'il y avait la réputation d'y franchir les limites avec les femmes. Chaque information, je la notais dans un petit carnet caché dans mon atelier. Le plus dur a été de collecter des preuves sur ce qui m'était arrivé. Je n'avais rien enregistré à l'époque. Je n'avais pas pris de photos, je n'avais parlé à personne. Mais je me souvenais de tous les détails, de toutes les dates, de chaque circonstance. J'ai commencé à tout écrire avec précision, créant un journal relatant chaque épisode. Pendant ce temps, mon entreprise continuait de croître.
J'ai pu louer un petit local dans le centre d'Aurillac et y ouvrir ma première boutique, Broderie Espérance. C'était une petite boutique simple mais bien organisée. J'y vendais mes broderies et j'enseignais la broderie à d'autres femmes. Le succès a été immédiat. En 6 mois, je pensais déjà à embaucher quelqu'un pour m'aider. 4 ans de dur labeur avaient payé. J'avais économisé assez pour acheter ma propre maison. Ce n'était pas un manoir, mais une belle maison de 3 chambres dans le quartier de Saint-Jacques. Un grand jardin, un garage, un coin barbecue. Quand j'ai reçu les clés, j'ai pleuré comme une enfant. Moi, qui avais été expulsée par ma propre belle-fille, j'avais maintenant une maison plus grande et plus belle que la leur. C'est à cette époque que j'ai contacté Maître Delphine. Une avocate spécialisée dans les crimes contre les personnes âgées, basée à Clermont-Ferrand. J'ai pris rendez-vous. J'ai apporté tous mes documents et je lui ai raconté toute mon histoire. Au début, elle était méfiante. 4 ans s'étaient écoulés et je n'avais aucune preuve physique. Mais quand elle a vu que tout était soigneusement documenté, que je connaissais tous les détails et que j'avais étudié la législation, elle a changé d'avis. Madame Duchemin, m'a-t-elle dit, votre cas est complexe, mais pas impossible. Vous avez assez d'éléments pour une action pénale. Le fait que votre fille soit née prouve qu'il y a eu une relation sexuelle. Compte tenu de la différence d'âge et de la parenté, cela caractérise un viol sur personne vulnérable. Nous aurions besoin de tests sur Espérance pour prouver la paternité. Et d'autres preuves supplémentaires. Mais tout était faisable. Faire un test ADN sur ma fille a été la partie la plus difficile. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que son père était mon fils? Que sa naissance était le fruit d'un crime horrible? Maître Delphine m'a conseillé de lui dire simplement que c'était un examen médical de routine. Espérance, la pauvre petite, n'a rien soupçonné. Pour elle, c'était juste une consultation normale. Quand le résultat est arrivé, confirmant que Gérard était le père, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de révolte. Soulagement, j'avais enfin la preuve scientifique. Révolte, tout devenait réel, concret, douloureux. Ma fille était vraiment le fruit d'un viol commis par mon propre fils. Mais la vie m'avait encore une surprise. Quand mon entreprise est devenue connue, quand on parlait de Marceline la brodeuse devenue femme d'affaires, la nouvelle est arrivée jusqu'à la famille qui m'avait chassée. Et c'est là que Gérard a commencé à chercher un rapprochement. D'abord par des intermédiaires, il disait regretter, qu'il me manquait, qu'il voulait connaître sa fille. Puis il a commencé à apparaître dans ma boutique. Toujours avec des excuses ridicules, il passait par là, avait vu la boutique, voulait me féliciter. Je le recevais poliment, mais froidement. Sans jamais lui laisser une occasion de conversation intime. Sylvian a aussi essayé de se rapprocher. Elle est apparue dans ma boutique un vendredi après-midi. Tout apprêtée, elle a commencé à s'excuser pour ce qui s'était passé 4 ans plus tôt. Madame Marceline, a-t-elle dit, j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Une femme qui protège son mari. Mais maintenant que tout est passé, que vous allez bien, et si nous oublions le passé? J'ai écouté en silence. J'ai simplement répondu, le passé ne s'oublie pas, Sylviane. Il se résout. Mathieu et Lucas, mes petits-fils, avaient déjà 16 et 13 ans. Quand ils ont appris que j'avais ma propre boutique et que j'étais à l'aise financièrement, ils ont commencé à poser des questions à leur père. Gérard leur racontait une autre version de l'histoire. Il disait que j'étais partie pour être indépendante. Que nous avions eu quelques désaccords stupides. Et que maintenant, tout était résolu. Les garçons sont même venus dans ma boutique. Curieux de rencontrer leur petite sœur. C'était difficile. Je les aimais, mais ce n'étaient que les enfants de l'homme qui m'avait violée. Comment leur expliquer que leur père était un criminel? Comment leur dire qu'Espérance n'était pas seulement leur sœur, mais aussi leur nièce? J'ai décidé de ne rien dire pour l'instant. De les laisser côtoyer Espérance normalement. Mais à l'intérieur, ma colère grandissait. Voir Gérard faire semblant d'être un père de famille respectable me mettait en fureur. Il agissait comme s'il n'avait rien fait de mal. Comme si j'étais une mère rancunière qui faisait des histoires pour rien. Et le pire? Les gens de la ville commençaient à murmurer. Ils disaient que j'étais trop orgueilleuse. Que je refusais de pardonner à mon fils à cause de vieux désaccords. C'est alors que j'ai décidé d'accélérer mon plan de justice. J'avais déjà toutes les preuves que Maître Delphine m'avait demandées. L'ADN d'Espérance. Mon récit détaillé de tous les abus. Les informations sur son comportement avec d'autres femmes.
les documents médicaux de ma grossesse et de l'accouchement. Il était temps d'agir. Mais avant de franchir le dernier pas, je devais préparer psychologiquement Espérance à la tempête qui allait venir. Elle avait déjà 4 ans. Elle commençait à poser des questions sur son père. Elle se demandait pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants. J'ai commencé à lui parler doucement, petit à petit. Je lui disais que son papa avait fait de mauvaises choses. Qu'il ne pouvait pas être près d'elle pour le moment. Que maman lui expliquerait tout quand elle serait un peu plus grande. Dites-moi maintenant, pensez-vous que j'ai eu tort de rassembler des preuves contre mon propre fils pendant 4 ans? Ou pensez-vous qu'une mère doit tout pardonner? Que feriez-vous à ma place? Sans crainte. Je sais que beaucoup diront qu'une mère doit toujours pardonner à son enfant. Que la famille est sacrée. Que j'aurais dû laisser tomber. Mais qu'en est-il de la justice? Qu'en est-il du droit d'une femme à ne pas être abusée? Même par son propre fils? À la fin de 2023, 4 ans après avoir été mise à la porte. Je me trouvais dans une situation complètement différente. J'étais une femme d'affaires prospère. Propriétaire de ma maison. Mère d'une belle et intelligente petite fille. Respectée dans toute la ville. Et j'avais toutes les preuves pour prouver que mon fils était un violeur. Il était temps qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Maître Delphine m'a expliqué comment se déroulerait la procédure. D'abord, la plainte pénale au commissariat. Puis l'enquête. Puis le procès. Ce serait long. Ce serait douloureux. Ma vie privée serait exposée. Ce serait un scandale dans toute la ville. Mais j'étais prête. J'avais étudié. J'avais rassemblé des preuves. J'avais les moyens financiers pour tenir le coup. J'ai fixé une date avec Maître Delphine. Le 15 janvier. Un lundi. J'irai au commissariat des violences familiales d'Aurillac. Je déposerai une plainte formelle contre Gérard Duchemin. Mon propre fils. Pour viol sur personne vulnérable. C'était là que commencerait la bataille la plus importante de ma vie. La bataille pour la justice que je méritais. Mais avant que cela n'arrive, le destin m'a réservé une surprise. Une surprise qui a failli tout bouleverser. Qui m'a fait douter. Me demander si je voulais vraiment aller de l'avant avec cette guerre. Car parfois la vie nous met dans des situations que nous ne savons pas comment résoudre. Qui touchent nos sentiments les plus profonds. Et maintenant, vous allez découvrir quelle était cette surprise. Et comment j'ai pris la décision finale. Celle qui a changé la vie de tous ceux impliqués. Car la fin de cette histoire vous choquera autant qu'elle m'a choqué. Le 15 janvier. À l'heure précise du matin. J'étais à la porte du commissariat des violences familiales d'Aurillac. Accompagnée de Maître Delphine. Avec un dossier plein de documents. Des preuves du crime que mon propre fils avait commis contre moi. Mon cœur battait vite. Mes mains tremblaient un peu. Mais ma détermination était inébranlable. Après 4 ans à planifier ce moment. L'heure de la justice était enfin venue. La commissaire Sophie, une femme sérieuse d'une 40aine d'années, m'a reçue avec professionnalisme. Quand j'ai raconté mon histoire. Quand j'ai montré toutes les preuves que j'avais rassemblées. Elle a été impressionnée. Madame Duchemin, je vois rarement une victime aussi bien préparée. Vous avez un dossier solide. Des preuves cohérentes. Nous allons y donner suite immédiatement. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La plainte a été enregistrée le jour même. En moins d'une semaine. La justice a émis un mandat d'arrêt préventif contre Gérard. Je n'étais pas préparée à la rapidité des choses. Je pensais qu'il faudrait des mois. Mais Maître Delphine m'a expliqué. Les crimes contre les personnes âgées sont prioritaires. Votre dossier contient des preuves solides. Le procureur ne voulait pas perdre de temps. Quand les policiers sont allés arrêter Gérard, il était au café du centre. En plein milieu de la ville. Buvant une bière. Jouant à la belote avec des amis. La scène est devenue le sujet de conversation de toute la ville. Mon fils criant qu'il était innocent. Que j'étais une mère dénaturée. Que j'inventais des mensonges pour lui nuire. Mais les menottes ne mentent pas. Tout le monde l'a vu. Il a été mis dans la voiture de police. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Un fils viole sa propre mère à Aurillac. C'était le titre qui courait de bouche à oreille. Certains louaient mon courage. D'autres disaient que j'étais trop vindicative. Mais la vérité est une. Et les preuves ne laissent aucun doute. La réaction de Sylviane a été pathétique. Le lendemain de l'arrestation. Elle est apparue à ma porte. À genoux. Littéralement à genoux dans mon salon. Pleurant. Implorant mon pardon. Madame Marceline,
Pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi. Je ne savais pas que c'était vrai. Si j'avais su que mon mari vous avait fait une chose pareille, je ne vous aurais jamais mise à la porte. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Elle pleurait comme un enfant. Mais mon cœur était fermé à ses larmes de crocodile. Sylviane, ai-je dit. Calme. Glacial. Tu ne m'as pas mise à la porte parce que tu ne connaissais pas la vérité. Tu m'as mise à la porte parce que tu as préféré croire un homme. Un homme que tu savais avoir des problèmes avec l'alcool et les femmes, plutôt qu'une belle-mère qui t'a toujours respecté et aidé. Maintenant, assume les conséquences de tes choix. Et j'ai fermé la porte à son nez. Mais malgré toute la douleur que je ressentais, je ne pouvais pas laisser mes petits-fils payer pour les erreurs de leur père. Mathieu et Lucas n'étaient pas responsables. Ce n'étaient que 2 garçons. 2 garçons qui voyaient leur famille s'effondrer. Quand j'ai appris leurs difficultés financières, parce que Gérard était en prison, parce que Sylvian gagnait peu à la boutique, j'ai pris une décision que beaucoup n'ont pas comprise. J'ai invité les 2 garçons chez moi. Je leur ai fait une proposition. Mathieu, Lucas, vous êtes mes petits-fils. Je vous aime. Ce qui se passe est entre moi et votre père. Vous n'avez rien à voir avec ça. Si vous le souhaitez, je peux vous aider pour vos études, pour tout ce dont vous avez besoin. Mais je veux que vous compreniez, je ne vais plus faire semblant que ce que votre père a fait était insignifiant. Ils ont accepté mon aide. Mais le conflit dans leur tête était visible. Le processus pénal s'est déroulé plus rapidement que je ne l'avais prévu. Le test ADN d'Espérance. La preuve irréfutable qui manquait. Le résultat est sorti. Gérard était bien le père d'Espérance. Il n'y avait plus rien à discuter. Sa défense a tenté d'alléguer que j'avais consenti. Qu'il ne s'agissait pas d'un viol. Mais comment une mère de 60 ans pourrait-elle consentir à une relation sexuelle avec son propre fils ? L'absurdité de cette allégation n'a fait qu'aggraver sa situation. En mai 2024, seulement 4 mois après la plainte, le verdict est tombé. Gérard Duchemin a été condamné à 12 ans de prison. Pour viol sur personne vulnérable. Quand la juge a lu la sentence, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de soulagement. Après 5 ans à porter ce fardeau seul, la justice avait enfin reconnu que j'étais la victime. Pas la menteuse. L'affaire a eu un retentissement bien au-delà d'Aurillac. Le journal La Montagne a consacré un article d'1 page entière à mon histoire. Titre : À 70 ans, une femme obtient justice contre le fils qui l'a violée. L'article racontait tout. Comment j'avais été abusée. Comment j'avais été mise à la porte. Comment j'avais reconstruit ma vie grâce à la broderie. Comment j'avais lutté pour la justice. L'impact a été énorme. Après l'article, on m'a invité à donner des conférences. Sur les droits des personnes âgées. Sur la violence domestique. Sur l'entrepreneuriat féminin. La première conférence a eu lieu à l'université de Clermont-Ferrand. Pour des étudiants en droit. J'étais nerveuse, je n'avais jamais parlé devant autant de monde. Mais dès que j'ai commencé à raconter mon histoire, les mots ont jailli d'eux-mêmes. Je suis devant vous aujourd'hui, ai-je dit aux étudiants, non pas pour susciter votre pitié, mais pour que vous compreniez que la justice n'a pas d'âge. Peu importe si vous avez 20, 40 ou 70 ans, vous avez le droit de dénoncer ceux qui vous font du mal. Vous avez le droit de reconstruire votre vie. Vous avez le droit d'être heureux. Le silence dans la salle était total. Quand j'ai fini, tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Mon entreprise de broderie a encore prospéré après cette exposition. Des commandes sont arrivées de toute la France, non seulement pour la finesse du travail, mais aussi pour l'histoire de résilience derrière chaque création. J'ai ouvert une 2e boutique, cette fois à Lyon, et embauché 5 personnes pour m'aider. Broderies Espérance est devenue une marque reconnue dans tout le sud de la France. Espérance, qui a maintenant 5 ans, est une petite fille vive, intelligente, joyeuse. Elle ne connaît pas encore tous les détails de sa naissance, mais elle sait qu'elle est aimée, et qu'elle a une mère qui se bat pour elle chaque jour. Quand elle posera des questions sur son père, je lui raconterai la vérité, adaptée à son âge, toujours avec douceur pour protéger son innocence. Gérard purgera sa peine à la prison d'Aurillac. Il a déjà tenté de m'envoyer plusieurs lettres pour demander pardon, mais je n'en ai lu aucune. Ma fille a le droit de grandir sans l'ombre d'un père criminel, et moi, j'ai le droit de vivre enfin en paix sans être tourmentée par l'homme qui m'a tant fait souffrir. Sylviane a déménagé à Clermont-Ferrand avec ses fils, prétextant qu'elle ne pouvait plus rester à Aurillac après le scandale. Les garçons me rendent visite de temps en temps,
et je continue de les soutenir financièrement, en veillant à ce qu'ils comprennent que mon conflit est uniquement avec leur père, pas avec eux. La situation reste compliquée, mais la vie est ainsi faite, pleine d'épreuves que nous n'avons pas choisies, et qu'il nous faut apprendre à traverser. Aujourd'hui, à 70 ans accomplis, je vis ma vie pleinement. J'ai ma propre maison, mon entreprise prospère, ma fille en bonne santé, et surtout, j'ai retrouvé ma dignité. Je peux marcher dans la rue, la tête haute, sachant que tout le monde sait que j'étais la victime, pas la menteuse. La justice a été rendue, et cela n'a pas de prix. Dans mes conférences, je répète toujours aux femmes, peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous souffrez, il n'est jamais trop tard pour réagir. Il n'est jamais trop tard pour dénoncer ceux qui vous font du mal. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire votre vie. Il n'est jamais trop tard pour chercher le bonheur que vous méritez. Je parle en connaissance de cause, car j'ai connu le fond, et j'en suis sortie plus forte. Mon histoire est devenue un exemple pour beaucoup de femmes, qui traversaient des situations similaires. Je reçois des lettres de toute la France, de celles qui se sont inspirées de mon courage, pour dénoncer des abus, quitter des relations toxiques, ou recommencer leur vie après 50 ou 60 ans. Cela me remplit de fierté de savoir que ma douleur s'est transformée en force pour d'autres. Quant au pardon, beaucoup me demandent si j'ai pardonné à mon fils. Ma réponse est simple. J'ai pardonné pour retrouver ma paix intérieure. Mais pardonner ne veut pas dire oublier ni laisser impuni. Pardonner signifie simplement ne pas laisser la haine consumer mon cœur. Cela ne veut pas dire que je ferai comme si rien ne s'était passé, ni que je faciliterai la vie de celui qui m'a fait souffrir. Espérance étudie aujourd'hui dans une excellente école privée. Elle pratique le ballet, la natation, apprend l'anglais. Elle a tout ce que je n'ai pas pu offrir à mes autres enfants, car à l'époque, j'étais une femme dépendante, soumise, ignorante de mes droits. Aujourd'hui, je sais qu'une femme peut devenir ce qu'elle veut, à n'importe quel âge. Ma boutique est devenue un lieu de rencontre pour les femmes entrepreneurs de la région. J'ai créé un groupe de soutien où celles qui ont subi des violences domestiques se réunissent chaque mois pour partager, échanger et se soutenir mutuellement. Beaucoup ont lancé leur propre activité après avoir participé, suivant mon exemple d'indépendance financière. Le plus gratifiant, c'est de voir que mon histoire ne s'est pas terminée en tragédie, comme beaucoup le pensaient. Mon histoire s'est terminée par une victoire, par un dépassement de soi, par la justice. J'ai montré qu'une femme de 60 ans peut tout recommencer, élever seule un enfant, et obtenir justice contre celui qui lui a fait du tort, même si ce quelqu'un est son propre fils. Je m'appelle Marceline Duchemin, de la commune d'Aurillac, et voici le récit de ma vie. Comme vous l'avez entendu, à 60 ans, je suis devenue mère à nouveau, après avoir traversé le pire cauchemar qu'une mère puisse connaître. Mais j'ai prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour se relever et faire respecter ses droits. À toutes les femmes qui m'écoutent, vous êtes bien plus fortes que vous ne le croyez. Ne laissez personne vous rabaisser, ne laissez personne vous convaincre que vous méritez d'être maltraité. Vous méritez le respect. Vous méritez l'amour. Vous méritez la justice. Et si un jour la vie vous fait tomber, souvenez-vous de mon histoire. Il est toujours possible de se relever. Il est toujours possible de recommencer. Il est toujours possible de vaincre. Regardez les vignettes qui défilent à côté de votre écran. Elles racontent d'autres histoires. De femmes courageuses comme moi. Cliquez et découvrez encore plus de témoignages de résilience. Chaque récit est une leçon, chaque victoire une source d'inspiration. Et n'oubliez jamais, ensemble, nous sommes plus fortes.